4 Israéliens tués dans une attaque au camion bélier à Jérusalem. Le véhicule a foncé sur un groupe de soldats, blessant également une quinzaine de personnes. L'auteur de l'attaque a été abattu par la police. Aucune revendication pour l'instant, mais Benyamin Netanyahou présente le chauffeur comme un sympathisant du groupe État islamique. L'ancien président iranien Akbar Hachemi Rafsanjani est décédé. Âgé de 82 ans, il a succombé à une crise cardiaque. L'un des hommes clés de la République islamique depuis la révolution de 1979. Il fut chef d'État de 1989 à 1997. Conservateur à ses premières heures, il avait fini par s'imposer comme l'une des figures influentes des modérés et réformistes. Défilé de stars attendu sur le tapis rouge des Golden Globes. Considérée comme l'antichambre des Oscars, la cérémonie récompense aussi bien le 7e art que la télévision. La La Land, Moonlight et Manchester by the Sea sont en tête des pronostics. Le cinéma francophone a ses chances avec Isabelle Huppert et les films Elle, Divine et Ma vie de courgette. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. À Jérusalem, un homme a foncé avec son camion sur un groupe de soldats en excursion. Il a tué 4 personnes et en a blessé 17. Très vite abattu, le chauffeur a été identifié comme un Palestinien originaire de Jérusalem-Est. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou fait le parallèle avec les attentats de Nice et de Berlin. Il affirme que l'assaillant est un sympathisant de l'organisation État islamique, Pierre Leduf. La promenade Armon Anatsiv est connue pour sa vue imprenable sur la vieille ville de Jérusalem. Elle est d'ailleurs prisée des groupes de touristes. Une guide a assisté à toute la scène. Nous sommes descendus du bus et nous sommes allés sur la promenade et j'ai commencé à guider. À un moment, j'ai vu le camion monter sur le trottoir et se diriger vers les soldats. J'ai mis du temps à comprendre que c'était une attaque terroriste. Les soldats ont commencé à lui tirer dessus et ça a mis un certain temps avant qu'ils ne parviennent à le tuer. Et il a eu le temps de faire marche arrière avec son camion pour tuer et blesser d'autres soldats. Toutes les victimes sont des élèves officiers de l'armée, âgés d'une vingtaine d'années. Ils venaient de descendre du bus pour une promenade quand le camion a foncé sur eux. Une grue a dû être dépêchée sur place pour soulever le camion afin de faire sortir les victimes coincées en dessous. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est rendu sur place. Pour lui, c'est sûr, c'est une attaque inspirée par les méthodes du groupe État islamique. Nous connaissons l'identité de l'attaquant. Tous les signes indiquent qu'il était un sympathisant de l'État islamique. Nous avons bloqué les accès au quartier de Jabal Moukaber, le quartier dont il est originaire. Et nous prenons d'autres mesures que je ne vais pas détailler ici. Cette attaque est la plus meurtrière qu'ait connue Jérusalem depuis 2014. Bachar al-Assad justifie la mort des populations civiles. Dans un entretien accordé à 3 médias français, le président syrien estime que les nombreuses victimes de des bombardements qui ont ravagé Alep étaient le prix à payer et que son régime est sur le chemin de la victoire. On l'écoute. Every war is bad. Why bad? Because every war is about destruction. Every war is about the killing. That's why every war is bad. You cannot say this is good war, even if it's for good reason, to defend your country for noble reason. But it's bad. That's why it's not the solution, if you have any other solution. But the question, how can you liberate the civilians in those areas from the terrorists? Au moins 18 personnes ont été tuées dans 2 attaques suicides à Bagdad. Elles ont eu lieu sur des marchés de la capitale irakienne. Ces attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique, le groupe État islamique contre lequel l'armée irakienne continue de se battre à Mossoul. Ce dimanche, les forces d'élite ont atteint pour la première fois le fleuve Tigre qui divise Mossoul, une étape clé en vue de reprendre la 2e ville du pays aux djihadistes, Florence Tomaso. Dans le quartier d'Al-Wada, les combats sont intenses. L'armée irakienne tire sans relâche sur les positions des djihadistes. Ce déluge de feu a permis aux blindés de réinvestir ce secteur et de pénétrer plus avant dans Mossoul. Dans une rue voisine, une voiture garée au milieu de la rue vise à empêcher le passage des véhicules piégés du groupe État islamique. Ces hommes qui progressent appartiennent aux forces du service du contre-terrorisme irakien, le fer de lance de l'offensive lancée le 17 octobre. Avec l'appui aérien de la coalition, l'armée a atteint pour la première fois le fleuve Tigre, par le nord et par l'est. Ce fleuve qui divise Mossoul est une étape clé dans la reconquête de la 2e ville irakienne.
Quand nous sommes entrés dans le quartier Al-Baladia, la résistance du groupe État islamique n'a duré qu'un temps, puis ils se sont retirés dans le quartier suivant. Ce matin, j'ai abattu un drone. Et il y a une demi-heure ou une heure, on en a abattu un autre. Ils font voler ces appareils pour localiser nos véhicules, pour voir où nous sommes et pour envoyer ensuite leurs véhicules piégés. Mais la résistance opposée par les djihadistes varie d'une zone à l'autre. L'ouest, plus petit mais très peuplé, reste entièrement sous contrôle de l'EI. Les attentats sont quotidiens, en témoignent ces images. Les civils, eux, continuent à fuir, parfois dans des conditions extrêmes. D'autant que l'hôpital Al-Salam, jusque-là tenu par les djihadistes, a été détruit dans les affrontements. Depuis 2014, le groupe État islamique a perdu plus de la moitié du terrain conquis en Irak. Le décès en Iran de Akbar Hashemi Rafsanjani à la suite d'un malaise cardiaque. L'ancien président avait 82 ans. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué un compagnon de lutte malgré leurs différences. Conservateur à ses premières heures, Akbar Hashemi Rafsanjani avait fini par s'imposer comme l'une des figures des modérés et réformistes. Il avait notamment amorcé la politique d'ouverture de son pays à l'Occident. La carrière politique d'Akbar Hashemi Rafsanjani débute dans le sillage de la révolution islamique. Nous sommes en 1979, le Shah d'Iran est contraint à l'exil. Le pays devient une république islamique avec le retour de l'ayatollah Khomeini. L'année suivante, il devient président du Parlement et en 88 chef des armées. C'est lui qui avait lancé un vaste programme de reconstruction après la guerre avec l'Irak, qui aura duré 8 ans. Il accède à la présidence de la République islamique en 1989 et obtient sa réélection en 1993. Durant ses 2 mandats, il œuvre pour favoriser l'accession d'Ali Khamenei au poste de guide suprême après la mort de Khomeini. Khamenei ne se privera pas pourtant de critiquer sa politique économique jugée trop libérale et une inflation de 40%. En 2005, quand Rafsanjani se présente pour remplacer Mohammad Ratami, il se fait battre par Mahmoud Ahmadinejad, un ultra-conservateur. 4 ans plus tard, la rue gronde, les demandes de réforme se font de plus en plus fortes. Rafsanjani soutient la candidature de l'opposant Mirhossein Moussavi. 2 de ses enfants ont même passé quelques heures en prison pour avoir apporté leur soutien à Moussavi. Ce dernier est battu sur un score contesté. Rafsanjani n'ajoutera pas à la polémique. Mais en soutenant le candidat réformateur, il devient la bête noire de l'aile dure du régime. En 2011, il entre en disgrâce et perd la présidence de l'Assemblée des experts, un organe qui peut démettre le guide suprême. De plus en plus attaqué par les ultra-conservateurs, il ne parviendra pas à poser sa candidature pour la présidentielle de 2013. Il soutient alors le réformateur Hassan Rouhani, qui finira par être élu haut la main. Rafsanjani, qui avait bâti une fortune colossale dans le commerce de la pistache et dans le secteur de l'immobilier, était un artisan du rapprochement avec l'Occident, y compris avec les États-Unis, que Khomeini qualifiait de grand Satan. Ces dernières années, il ne cessait de dénoncer les positions des durs du régime. La normalisation avec les États-Unis qu'il ne cessait de réclamer ne s'est toujours pas totalement concrétisée. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a décrété une augmentation du salaire minimum de 50% pour l'ensemble des travailleurs. Cela correspond à une hausse de $60. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à Caracas, Andreina Flores. Andreina, cette mesure intervient alors que Nicolás Maduro fait face à la grogne de la population dans un pays en pleine crise économique. Oui, exactement. Bonjour Valérienne. Le président Nicolás Maduro a décrété l'augmentation du salaire minimum à 50%. Et oui, ça pourrait se voir comme une augmentation importante pour les travailleurs vénézuéliens, mais par rapport au taux d'inflation du Venezuela, que les FMI calculent en 700% en 2016, c'est vraiment très bas. Le montant à la monnaie locale, c'est de 40 638 bolivars, équivalent à peine à $12 par mois. Et si on ajoute les bons d'alimentation, par exemple, le salaire minimum monte jusqu'à $32 par mois, mais évidemment, c'est toujours insuffisant pour affronter le coût de la vie au Venezuela. Et les économistes les plus respectés du pays considèrent que cette augmentation du salaire minimum n'aidera pas à soulager la crise économique. Tout au contraire, cela va produire une hausse encore plus grave de l'inflation. Valérienne. Et Nicolás Maduro est engagé dans un duel avec l'opposition qui réclame son départ. Ce lundi, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur une éventuelle procédure de destitution. Oui, effectivement, l'Assemblée nationale a convoqué une session spéciale pour lundi après-midi pour évaluer la gestion de Nicolás Maduro
et éventuellement déclarer l'abandon de la présidence. Ça ne serait pas l'abandon physique, disons, mais l'abandon des fonctions que, d'après l'opposition, aurait entraîné la crise économique et politique dont souffre le Venezuela aujourd'hui. On attend que la décision soit prise aujourd'hui même pour que l'Assemblée nationale puisse demander au Conseil national électoral de nouvelles élections présidentielles. Mais ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on attend aussi que la Cour suprême de justice au Venezuela, en alliance avec Maduro, déclare cette décision comme illégale et qu'elle fasse un blocage judiciaire contre cette tentative de destitution du président Maduro. On attend donc encore une lutte de pouvoir entre l'Assemblée nationale et la Cour suprême de justice. Merci Andreina pour ces précisions. En France, c'est une petite révolution dans le monde du travail. Les grands magasins peuvent désormais ouvrir le dimanche à Paris. Après plus d'1 an et demi de négociations tendues entre syndicats et direction, les Galeries Lafayette sont les premières à avoir appliqué cette disposition de la loi Macron. Un enjeu important pour ce temple du commerce qui accueille une part importante de touristes internationaux. C'est un reportage de Myriam Amelal et de Nathan Walsh. Top, c'est parti. On peut désormais faire ses courses le dimanche, dans certains magasins uniquement. Ceux situés dans une zone touristique internationale. C'est le cas des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris, et les touristes sont ravis. In my country, all the shopping malls open on Sunday. Nous, on vient de Belgique. Dans certains endroits touristiques, oui, c'est ouvert. Je pense que pour les touristes, c'est pas mal parce que ça permet de, si on a des petites courses, des choses à faire, c'est intéressant qu'on trouve les boutiques et tous les magasins qui sont ouverts. Sans surprise, les étrangers sont pour l'ouverture du dimanche. Mais côté français, on reste au mieux méfiant de ce travail dominical sur base de volontariat. Lorsqu'on est en vacances, c'est agréable, mais pour ceux qui travaillent, je pense que ça ne doit pas être le top quand même. Ils ont une vie de famille aussi à respecter. Puis, bon, moi, je pense que bon, juste quand on est en vacances, c'est bien pour ceux qui sont en vacances. Mais je ne suis pas pour l'ouverture des magasins le dimanche. Pour les Galeries Lafayette, pareil, moi, ça ne me choque pas. Au contraire, je trouve ça plutôt sympa que ce soit ouvert. Mais après, c'est plus aux employés, je pense, de voir s'ils veulent travailler ou pas. Moi, ça ne me concerne pas trop au final. Ça m'arrange quand c'est ouvert, mais après, si c'est fermé, c'est pas grave, je ferai avec. Pour les galeries, l'activité du dimanche est une bonne nouvelle. Avec 52 jours d'ouverture en plus, la direction table sur 5 à 10% de chiffre d'affaires annuel supplémentaire. La direction qui n'a pas pu répondre à nos questions, ne travaillant pas le dimanche. Un ton plus léger qu'aux Oscars, une soirée autant glamour et arrosée de rivières de champagne. Le gratin d'Hollywood a rendez-vous au Beverly Hotel pour la 74e édition des Golden Globes. La cérémonie récompensera le petit et le grand écran. La comédie musicale La La Land, les drames Manchester by the Sea et Moonlight figurent parmi les favoris. Et cette année, la France est également bien représentée avec 2 longs métrages nommés dans la catégorie des meilleurs films étrangers. On voit cela avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala. Statistiquement, au moins, la France a toutes ses chances lors de ces Golden Globes avec 2 films nommés dans la catégorie du meilleur film étranger, 2 films sur 5. Le premier, c'est Divine, d'Ouda Benyamina. Ce serait une vraie surprise en cas de victoire parce que certes, le film a remporté la Caméra d'Or lors du dernier festival de Cannes. Certes, il est distribué ici aux États-Unis par Netflix avec son incroyable puissance marketing, mais il n'est pas dit que cette histoire dans une banlieue française parle à tous les journalistes étrangers d'Hollywood, ceux qui décernent ces fameux Golden Globes. Peut-être quel a plus de chance. Le film de Paul Verhoeven, le réalisateur néerlandais de Total Recall, de Basic Instinct, de Robocop, est connu ici, respecté à Hollywood, controversé aussi. Et puis autre atout pour elle, c'est la nomination d'Isabelle Huppert dans la catégorie de meilleure actrice dans un drame. Les 2 équipes du film étaient présentes à Hollywood, nous avons pu les rencontrer. Juste d'être ici avec les comédiennes, c'est un message fort pour tous les gens qui sont de tout en bas, qui n'ont pas les réseaux, qui ne viennent pas du milieu du cinéma. Toutes les reconnaissances, c'est toujours agréable pour le travail qu'on fait. On ne les prend pas seulement pour soi, on les prend pour les films, pour tous ceux qui ont participé au film. Je le partagerai avec joie avec Paul Verhoeven. Alors les dernières rumeurs ici à Hollywood placent elle vraiment parmi les favoris, à égalité presque avec le film allemand Tony Erdmann. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'Allemands dans cette association de la presse étrangère d'Hollywood. Peut-être que ça va jouer un rôle. Autre élément pas forcément favorable pour le film de Paul Verhoeven, il ne fait pas partie de la shortlist pour les prochains Oscars, alors que Tony Erdmann, oui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.